Théo Haberbusch, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste, vous êtes directeur de rédaction chez Newstank, Higher Education and Research. Vous êtes directeur de rédaction également chez Campus Matin. Et c'est en priorité de cette initiative de Campus Matin dont vous allez nous parler aujourd'hui. Donc, tout d'abord, j'aimerais bien que vous évoquiez pour nous le lancement de Campus Matin qui remonte à peu près ou même exactement un an, si je ne me trompe. Donc, vous allez nous expliquer ce que c'est, mais c'est une initiative en tous les cas qui a été lancée en pleine pandémie ou en début de pandémie, même si ça n'était pas l'intention d'origine. Racontez-nous un petit peu tout ça. Oui, ben merci, merci pour cette invitation et de nous proposer de présenter un peu cette initiative. Alors, Campus Matin, c'est un site d'information produit par une équipe de journalistes et les deux médias que vous avez cités, en fait, sont très liés puisque Newstank est la maison mère de Campus Matin. Donc, une agence d'information qui s'appelle Newstank et qui est dédiée essentiellement aux équipes de direction dans l'enseignement supérieur qui nous lisent sur abonnement. Et puis, après presque 6-7 ans d'existence, on avait entamé une réflexion sur le besoin de s'adresser à un public plus large, donc toujours sur de la presse spécialisée, toujours en s'adressant au personnel, cette fois, de l'enseignement supérieur, pour leur proposer des contenus qui soient adaptés. Ça, c'était le projet Campus Matin. Et c'est vrai que comme beaucoup de projets, il a été télescopé par cette crise qui est arrivée au printemps dernier. Et on aurait pu repousser la mise en ligne. Et en fait, on a plutôt fait le choix inverse, à savoir l'accélérer. Je ne sais pas exactement quand on l'aurait mis en ligne, mais probablement un peu avant l'été. Puis on voyait la crise, alors on s'est dit peut-être qu'il faudra attendre, mais on savait évidemment pas quand tout ça se terminerait. Et le choix a plutôt été de se dire bon, on n'est pas tout à fait prêt, l'équipe n'était pas encore constituée, on avait une pigiste qui commençait à travailler avec nous, donc on n'est pas tout à fait prêt, mais on fonce. On fonce parce qu'on sent qu'il y a un moment où il va y avoir des choses à raconter. Et peut-être que ce ne sera pas parfait au démarrage, mais au moins ce sera là et on pourra tracer notamment l'impact de cette crise sur les établissements et les personnels dans l'enseignement supérieur. Est-ce que vous avez pu, de façon, disons, précoce, ou au moins dès les premières semaines de la pandémie, percevoir l'impact au sein de l'enseignement supérieur, de telle sorte que la nécessité de ce lancement prématuré vous est apparue? C'est ça qui vous a décidé? Vous avez senti le C'est, potentiel, disons, en fait, disruptif de la pandémie? oui, on a senti effectivement, alors c'est compliqué de pas réécrire l'histoire, hein, mais c'est vrai qu'on a senti le côté absolument inédit de ce qui était en train de se passer. Et dans ces cas-là, je pense que sans que ce soit forcément extrêmement limpide dans nos têtes, mais quand on est journaliste, la tentation ou le souhait, c'est évidemment d'écrire sur ce qui se passe. Alors, c'est aussi lié au thème qui étaient ceux qui devaient constituer Campus Matin. On avait une réflexion, évidemment, on ne peut pas parler de tout. Newstank, donc la maison mère, c'est une dizaine de journalistes. Campus Matin, à l'époque, donc c'était 0 avec une pigiste. Et puis Marc Guiraud, le président de tout le groupe, qui a pris en charge le sujet, lui, pour le faire avancer, parce que moi, à la rédaction de Newstank notamment, j'étais complètement sous l'eau pour traiter pour nos lecteurs traditionnels la crise. Donc, il y a eu vraiment une gestion très agile de ce qui était en train de se passer. Mais on avait quand même pris pas mal de temps en amont pour réfléchir à ce dont on voulait parler sur ce site. On savait ce qu'il en était et il y avait 3 grands thèmes. Et vous allez voir qu'en fait, ils font vraiment écho à ce qui s'est passé. Le thème numéro 1, pas par ordre hiérarchique, hein, mais c'était le numérique. On voulait, sur Campus Matin, traiter de l'impact du numérique, aussi bien sur les questions de gestion, les systèmes d'information, que sur les questions pédagogiques. C'est là-dedans aussi qu'on incluait les EdTech, mais on ne voulait pas être un site dédié à la tech et au EdTech. C'est un site qui intègre ça dans tout un ensemble de sujets. Le sujet des carrières, les aspects réglementaires, les aspects managériaux, et puis le sujet de la vie de campus et de l'expérience étudiante. Et là, évidemment, ces 3 volets qui sont totalement impactés, concernés par cette crise. Le numérique, cette bascule incroyable, les carrières avec cette question notamment du télétravail, de la poursuite d'activités, et puis
Il ne faut pas oublier aussi que pendant toute cette période-là, il y a eu une loi sur la recherche qui était en discussion et qui avait plein d'impacts sur les carrières. Donc, on avait un moment là sur les carrières qui n'est pas prêt de s'arrêter. Et puis, la vie de campus et l'expérience étudiante, on s'est dit, ouais, s'il y a bien un sujet d'avenir pour les établissements d'enseignement supérieur, c'est cette question de l'environnement, de tout ce qui n'est pas la pédagogie et qui est pourtant fondamental. Et là, arrêt complet. Donc, on avait vraiment des thèmes qui étaient forcément totalement valables, mais dont le contenu était réinterrogé par cette crise. Et c'est ça qui nous a aussi facilité certainement ce lancement rapide. Et du point de vue de votre périmètre, en couvrant ces 3 sujets, est-ce que vous avez un regard, disons, franco-centré essentiellement? Est-ce que vous intégrez des comparaisons, à l'international? Puisque là, pour le coup, c'est une crise, d'envergure, évidemment globale qui a, eu un très fort impact sur l'enseignement supérieur absolument partout. Donc c'est peut-être un contexte qui, de toute façon, appelle naturellement à la comparaison. D'une manière générale, même dans Campus Matin, est-ce que vous avez cette démarche et ce regard, vraiment franco-centré ou un petit peu plus comparatif à l'international? Alors, j'ai envie de dire un peu les deux. Déjà, de dire les choses assez modestement, parce que pour faire un travail de fond en direction de ce qui se passe à l'international et un travail original qui ne soit pas juste de la reprise de contenu existant déjà ailleurs, ce qui n'est pas du tout notre vision des choses. Nous, on veut vraiment apporter des informations nouvelles avec une équipe dédiée. Ça demande des moyens. Il se trouve que bon, il y a des liens évidents, je vais souvent les répéter entre Newstank et Campus Matin. Newstank, qui est une équipe d'une dizaine de personnes à Paris et en France, et des correspondants à l'étranger, notamment à Bruxelles, mais aussi en Italie, un peu moins maintenant, mais il n'y a pas si longtemps en Allemagne. Donc, et puis des experts qui nous écrivent depuis ce qui se passe notamment aux États-Unis. Donc, on a une veille et on bénéficie dans Campus Matin de la veille extrêmement puissante de Newstank. Ensuite, pour Campus Matin, maintenant, c'est 2 journalistes à plein temps, Marine Dessau et Isabelle Cormati, qui nous ont rejoints et qu'on a pu intégrer à distance. Elles ont, par leur intérêt, leurs envies, une perspective très internationale, par leur background aussi. Donc, on a pu faire des choses sur notamment la rentrée quand elle a eu lieu en Suisse, dans certaines écoles, bien avant la France, hein, c'était au mois d'août. Donc, on a pu, par exemple, c'est un article qui a bien marché, raconter comment une école suisse s'était organisée pour faire une rentrée à peu près normale. Ça a dû pas mal faire écho aux Français qui étaient en train de se préparer. Plus récemment, on a initié toute une série de portraits de Français qui sont sur des fonctions de type directeur des relations internationales à l'étranger ou des fonctions de dean, je pense à Olivier Aptel qui est dean à Rabat dans une école de management et qui est un Français. Donc, on essaye d'amener aussi de l'humain et de l'humain au travers de Français qui exercent des fonctions dans l'enseignement supérieur à l'étranger. Donc, voilà, l'enseignement supérieur est international, on a une perspective internationale. Je dirais pas qu'on a la capacité à faire des comparaisons extrêmement poussées, mais voilà, on essaie tout le temps de le faire sur la question des carrières. Marine Dessau a fait un article très complet sur la façon dont les tenure track sont appliquées aux États-Unis, avec une interview de quelqu'un qui est là-bas et une comparaison avec ce qui était prévu et ce qui est prévu en France dans le cadre de la loi sur la recherche. Voilà, ça va être sur des opérations comme ça qu'on va essayer de la donner cette perspective. Et d'une manière générale, si vous pouvez faire un petit retour sur votre expérience, Campus Matin, qui est maintenant vieille d'1 an, que vous n'auriez sans doute pas imaginé démarrer dans ces Ouais, conditions. non, Qu'est-ce non, non. que, qu'est-ce qui a émergé? Avec le recul, qu'est-ce qui, du point de vue du retour que vous avez, reçu, des thèmes dominants, peut-être au sein des 3 catégories de sujets dont vous avez parlé? Qu'est-ce qui est apparu comme, disons, les soucis les plus pressants au sein de la communauté, disons, enseignement supérieur français? Qu'est-ce qui a Alors, émergé? ça mériterait d'ailleurs de s'y repencher vraiment en profondeur, tellement il y a eu d'événements et de successions d'événements, hein. On en a déjà presque oublié la réorganisation extrêmement profonde des établissements quand a eu lieu vraiment le tout début du confinement. La question évidemment de la continuité. Ou pas d'ailleurs, pédagogique, la question des concours, ça a été quand même des sujets majeurs, voilà, la bascule au distanciel. Il y a eu aussi des sujets
plus micro, mais j'ai regardé avant qu'on puisse se parler les articles qui avaient été les plus lus et c'est pas inintéressant. Par exemple, Marine Dessau était à la rentrée dernière en reportage à Grenoble et parmi les sujets qu'elle a voulu faire, c'était les personnels de l'ombre. On s'est dit, on va aller voir les gens dont on ne parle jamais et qui ont continué à bosser pendant cette période. Donc, magasiniers en bibliothèque, agents de sécurité, voilà, qui font la vie des campus. Voilà, donc ça a été un des articles les plus lus de la période. Parce que peut-être derrière une réalité massivement traitée qui était la pédagogie, la question de la crise ou en tout cas des difficultés des jeunes, il y a plein d'autres aspects qui ne demandaient qu'à être racontés. Et donc, on peut passer de sujets très, très larges, comme cette question de l'hybridation, à des choses beaucoup plus terrain, comme les personnes qui ont essayé de faire tourner la boutique envers et contre tout. Donc, il y a une multitude d'histoires finalement à raconter. Si on parle vraiment de tendance, essayer de prendre du recul, je repense parce qu'on pourrait l'avoir oublié face aux difficultés actuelles, mais les premières semaines ont été marquées par une mobilisation invraisemblable des établissements, qu'il s'agisse de fournir des masques, qu'il s'agisse donc vraiment de mobilisation face à cette pandémie. Je parle même pas de mobilisation dans leur fonctionnement, c'était vraiment qu'est-ce qu'on peut faire pour aider. Et je pense que ça a été très fort, très, très partagé un peu partout. On a aussi évidemment une difficulté énorme à mesurer la réalité de la continuité pédagogique. C'est-à-dire qu'on peut dire, bon, il n'y a pas eu de crash majeur. Tout le monde, quel que soit son état d'avancement sur le numérique, a réussi à faire quelque chose avec ses étudiants. Mais ça pouvait aller de délivrer des PDF à un véritable cours interactif. On oublie peut-être aussi, moi, ça nous a beaucoup frappé. Là, c'est peut-être plus la casquette Newstank parce qu'on suivait les aspects politiques, mais il y a eu une crainte et une mobilisation des établissements, grandes écoles, universités, très tôt, pour essayer de préserver la rentrée. Ça, c'est une histoire qu'il faudra réécrire parce que je prends pas parti en disant ça, mais c'était très fort. Ils ont senti qu'on allait vers potentiellement une année blanche avec pas de présentiel. Et ils ont cherché à peser les responsables universitaires des grandes écoles. Et finalement, ils y sont pas très bien arrivés. Il y a eu une petite ouverture et puis très vite fermeture. Et puis, il a fallu ensuite du temps pour qu'il y ait une prise de conscience des conséquences de cette fermeture sur les jeunes et sur sur le fonctionnement de l'enseignement supérieur. Donc là, il y a eu toute une série finalement d'étapes qui ont été qu'on peut avoir tendance à oublier, mais qui ont été très très marquantes et très fortes. Et puis il y a eu, on a interrogé pas mal les établissements là-dessus, l'irruption de nouvelles modalités de management. Là aussi, pas toujours pour le meilleur, hein. On a vu les difficultés à un passage serein au télétravail. On a vu un retour parfois d'anciennes habitudes pendant la petite période où les établissements ont ouvert normalement, là, en septembre-octobre. Mais on a aussi vu des organisations qui ont massivement basculé, équipé leur personnel, changé les façons de fonctionner, casser un peu les silos. Voilà. Donc là, il y a eu dans les modes de fonctionnement des choses très, très intéressantes. Je me garderai bien sur chacun des sujets d'avoir un jugement très arrêté, mais on voit juste que les plaques tectoniques ont bougé. Qu'est-ce que vous avez appris dans cette fonction au cours de l'année écoulée? S'il y avait une chose à retenir, dont vous n'étiez peut-être pas aussi conscient au tout début et que vous avez apprise, au fil de l'eau pendant cette année Euh, pour le moins, singulière? Ouais, c'est évidemment une très bonne question. J'aimerais être très sûr de ce que j'ai appris. Je pense que tout le monde, en observant les établissements d'enseignement supérieur et puis dans notre propre vécu en l'occurrence pour moi, de journaliste et directeur d'une rédaction qui compte une quinzaine de personnes, donc aussi un collectif à préserver, euh, de cette, comment dire, de cette distance qui se crée, de cette perte de sens même quand on passe trop de temps à distance. Parce qu'on se rend compte que finalement les outils nous permettent et ont permis aux établissements, donc là pour parler de mon objet, ont permis aux établissements de fonctionner. Mais le cœur de métier finalement, que ce soit pour eux ou pour nous journalistes, c'est pas ça. Enfin, c'est pas que fonctionner, c'est aussi les interactions humaines entre nous, vers l'extérieur. Et là, il y a eu une
perte de valeur, je pense, très forte, qu'on a tous subie et qui, voilà, donc on n'en mesurait peut-être pas la valeur de ces temps collectifs. Donc je le dis autant pour moi que pour les établissements parce que je voudrais certainement pas donner l'impression de donner des leçons. Euh, euh, et je repense à une photo qui a circulé sur les réseaux sociaux, un établissement qui voulait mettre en valeur le fait que là, au début de l'année 2021, il réaccueillait ses étudiants. Et donc, on a une photo d'un responsable de l'établissement qui est dans un amphi face à des étudiants. Ça y est, on peut recommencer comme avant. Et en zoomant un peu sur la photo, moi, ce qui m'a frappé, c'est que c'est un très grand amphi avec peut-être une vingtaine d'étudiants là, un peu perdus, sans ordinateur et extrêmement passifs en fait face à cet enseignant. Et là, je me suis dit, bon, je comprends bien la démarche qui est d'essayer de montrer qu'on se préoccupe de l'humain, mais c'est pas possible que le monde d'après, s'il existe, ça soit remettre des étudiants passifs dans un amphi ou accueillir des collaborateurs d'ailleurs dans une entreprise pour leur faire participer à des réunions sans fin où ils sont pas actifs. C'est pas ça. Le moment où on se retrouve, ça doit être autre chose. Voilà. Donc je me l'applique à moi-même et donc il n'y a pas là-dedans de critique, mais je suis convaincu et j'ai appris ça, je pense. Vous m'offrez la parfaite transition vers ma dernière question, qui serait la suivante. Quand on observe ce qui se dit, ce qui s'écrit, ce qui se prévoit, au sens global, hein, c'est-à-dire vraiment planétaire, international, sur les évolutions possibles, l'impact possible de cette pandémie, une fois qu'on sera sorti dans un monde post-pandémie, sur l'enseignement supérieur, il y a en gros deux écoles de pensée. Il y en a une qui est très optimiste, qui dit que ça représente au final, avec tous les dégâts qu'on connaît déjà et qui peut-être vont aller en s'amplifiant, ça représentera malgré tout une opportunité sans précédent pour l'enseignement supérieur d'une manière générale pour réinventer de nouveaux modèles et des voix pessimistes par contre qui prédisent que la notion même d'enseignement supérieur va devenir de plus en plus obsolète étant donné les transformations du monde du travail à prévoir dans un monde post-pandémie. Donc, si je vous demande, si je vous pose cette dernière question, Théo, de quel côté ou quel côté vous semble avoir le diagnostic le plus juste, qu'est-ce que vous diriez? Évidemment, très, très difficile à dire, hein. On a envie, après une année aussi difficile, d'avoir plutôt un état d'esprit positif et de croire qu'il y a quelque chose de bien qui nous attend. Ce qui est certain, c'est que du côté finalement du marché de l'enseignement supérieur, on voit que les fonds d'investissement n'ont jamais été aussi intéressés que cette année pour investir dans des groupes d'enseignement supérieur privés, considérant que c'était une valeur extrêmement sûre. Ça ne veut pas dire qu'il y aura que des gagnants. Il y a évidemment une transformation majeure qui a lieu. D'ailleurs, quand on regarde du côté de la formation professionnels d'entreprises qui font quasiment que de la formation en ligne. Le métier même d'enseignant a été complètement transformé, divisé en réalité avec de l'ingénierie pédagogique, le savoir-faire de l'enseignant sur les contenus, mais aussi le coaching pour s'assurer de l'assiduité des participants. Et on voit bien que cette tension-là dans les universités, les écoles plus classiques, elle a aussi existé. On n'a jamais autant parlé des ingénieurs pédagogiques que cette année. C'est déjà un nouveau métier. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont émerger. Alors pour le meilleur ou pour le pire, ça c'est pas à moi de le dire, mais en tout cas, il y a une vraie transformation des modalités de transmission. Et il y a aussi, j'en parlais tout à l'heure, cette question de l'expérience étudiante. Ils vont revenir sur les campus, ils reviennent sur les campus. Pourquoi faire? Donc là, il y a véritablement un sujet qui va être absolument passionnant à suivre en tant que journaliste, des sujets qui vont être passionnants à suivre. Est-ce que ce sera positif ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, il y aura des nouveautés, il y aura de nouvelles activités, de nouveaux enjeux pour les établissements. Et donc, du coup, je pense, pour reboucler avec Campus Matin et le début de notre conversation, que nos trois grandes thématiques du numérique, des carrières, et puis donc des carrières et des métiers, et puis de la vie de campus sont parfaitement valides et vont au contraire être encore plus à nourrir dans les mois et les années à venir pour raconter tout ça. À propos de ces transformations, c'est peut-être un peu anecdotique, mais on le lit partout. Vous pensez que le cours magistral est mort?
Je je sais pas si le cours magistral est mort. J'ai tendance à penser qu'il y a dans l'acte de transmission, y compris à une foule, quelque chose qui peut être extrêmement stimulant. Simplement, peut-être que le cours magistral est mort pour une partie des enseignants. C'est-à-dire que tous les enseignants ne sont peut-être pas aptes à délivrer vraiment quelque chose qui va convenir à une foule dans un amphi. D'autres restent des orateurs extraordinaires et donc ça peut être aussi un plaisir d'aller les écouter. Théo, merci beaucoup. Moi, j'invite celles et ceux qui nous suivent et qui sont francophones à aller voir ce qu'est Campus Matin, que je recommande fortement, dont je suis cliente moi-même. Vous pouvez juste, pour terminer, nous expliquer, donc Campus Matin, on peut s'inscrire, c'est une newsletter. Si vous nous rappelez simplement, si vous pouvez nous rappeler la fréquence, où aller s'inscrire, le fait que c'est gratuit, et puis d'un autre côté, Newstank, le principe de fonctionnement de Newstank. Oui, alors campusmatin.com, tout attaché. Effectivement, on publie tout au long de la semaine un certain nombre d'articles, en général 5 dans la semaine. Donc, ce n'est pas un flux énorme, hein. L'idée, c'est d'avoir quelques articles bien choisis et donc une newsletter hebdomadaire à laquelle vous pouvez vous abonner. On finance Campus Matin, on a l'intention de financer Campus Matin essentiellement avec des partenariats et qui prennent essentiellement aujourd'hui la forme de webinaires qu'on organise à côté sur des sujets métiers qui d'ailleurs marchent très bien et nous en avons un certain nombre prévus déjà au programme de l'année 2021. Et Newstank, qui est donc la maison mère de Campus Matin, c'est un modèle d'abonnement institutionnel. Et donc, Newstank est vraiment lu dans les équipes de direction avec un abonnement pour un certain nombre de bénéficiaires décidés par une école, une université, un organisme de recherche, une entreprise, un syndicat, un ministère. Voilà, il n'y a pas d'exclusive, mais c'est vraiment un volet beaucoup plus institutionnel. Théo Aberbuch, merci beaucoup. Et Merci. bonne vie, longue vie à Campus Matin, y compris dans le monde post-pandémie. Encore plus dans le monde post-pandémie. Merci pour votre curiosité et à bientôt, j'espère. À bientôt.